toucher le fond, euh, on s'imagine souvent que c'est heurter une surface hyper dure, froide, mais au moins très solide. Ouais, un vrai socle en béton. Voilà, un endroit palpable depuis lequel on peut au moins donner une forte impulsion avec les jambes pour espérer remonter à la surface. Mais quand on se plonge dans la suite de notre exploration aujourd'hui, on réalise que cette image est totalement fausse. Complètement trompeuse, oui. Le vrai fond, c'est pas du béton du tout. C'est comme être englouti par des sables mouvants, en fait. Des sables qui nous font prisonniers, qui nous aspirent impitoyablement vers le bas. Et le pire, la vraie tragédie de cette dynamique, c'est que lorsque l'existence ressemble à ça, il est incroyablement facile de se laisser aspirer. Bah oui, parce que se débattre demande une énergie folle, hein. Exactement. Et on continue à faire des choix confortables qui, paradoxalement, mènent à notre propre perte encore et encore. Et le truc avec ces sables mouvants, c'est qu'ils pardonnent aucune réaction instinctive. Le point de départ absolu de toute transformation radicale, c'est vraiment de regarder la réalité en face. Il faut accepter une vérité neurobiologique et psychologique super difficile à avaler. Laquelle? Le fait que le déni constitue l'ultime zone de confort. Des millions de personnes marchent littéralement dans les rues comme des somnambules, tu vois, le regard vide, complètement accro à ce confort mortifère. Des zombies du quotidien, en quelque sorte. C'est exactement ça. Ils sont englués dans une mentalité de victime, totalement inconscients de leur véritable potentiel. Et tout ça simplement parce que le confort agit comme un anesthésiant hyper puissant contre la réalité brutale de leurs conditions. C'est un mécanisme de défense de base. Donc le cerveau préfère ce qu'il connaît, même si c'est horrible. Voilà. Le cerveau préfère la certitude d'une misère familière à l'incertitude terrifiante d'un changement radical. C'est fascinant parce que l'objectif de notre discussion, là, maintenant, c'est justement de comprendre pourquoi la motivation ne suffit pas. Ce concept qu'on nous vend à toutes les sauces dans l'industrie du développement personnel, ça marche pas pour sortir de cette anesthésie. Ah non, pas du tout. Et surtout, on veut vraiment décortiquer les mécanismes exacts qui permettent de prendre la souffrance brute, la pire des douleurs, et de la transformer en un véritable moteur de métamorphose. Parce que s'il y a bien une chose qu'il faut poser d'emblée pour contextualiser, c'est que l'auteur dont on analyse le parcours, des excuses pour rester dans les sables mouvants, il en avait à revendre. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. On parle pas des petits tracas du quotidien, genre j'ai raté mon bus. On parle d'un enfant né brisé, battu avec une violence inouïe dès son plus jeune âge par un père totalement tyrannique, pris pour souffre-douleur à l'école, victime de racisme systémique de la part de sa communauté. Et des insultes constantes, une injustice crasse au quotidien. Ouais. Ajoute à ça une plongée dans une pauvreté mais extrême, au point de dépendre des aides sociales dans des HLM complètement miteux. Et tout ça en luttant contre un état dépressif clinique profond. Son futur était, pour reprendre ses propres mots, aussi sombre qu'une pierre tombale. C'est un contexte d'une noirceur absolue. Et c'est ça qui déconstruit totalement l'approche classique de la psychologie positive, tu vois. Face à une telle accumulation de traumatismes profonds et de stress toxique chronique, l'architecture même de son cerveau est modifiée. Modifié comment et physiquement. Physiquement, ouais. L'amygdale, la partie qui gère la peur, est en hypervigilance permanente. C'est une alarme qui ne s'éteint jamais. Donc, quand on se trouve au fond de ce gouffre neurologique et émotionnel, entendre un mec sur une scène crier « crois en tes rêves » ou « reste positif », C'est ridicule. ça n'a strictement aucun impact durable. C'est même presque insultant face à l'ampleur des dégâts, en fait. Et c'est ça qui l'amène à cette déclaration fracassante dans le texte. Il dit carrément que le concept même de motivation est une vaste blague. Une vaste blague, oui. Et pour bien piger la mécanique derrière ça, il faut vraiment arrêter de voir la motivation comme un remède. La motivation, c'est comme espérer courir un marathon en s'appuyant uniquement sur une énorme dose de caféine ou un gros shoot de sucre pur. Ça va te faire tenir 2 kilomètres. Voilà, ça donne un pic d'énergie immédiat, une illusion cosmique de puissance, on écoute un discours bien galvanisant, on regarde une vidéo inspirante sur Internet, et pendant quelques minutes, les neurones frétillent. On se sent invincible. On a l'impression que tout est possible. Mais c'est juste une réaction chimique, biologiquement programmée pour s'effondrer. Dès que la caféine retombe, le corps est toujours épuisé, le moteur est toujours en miettes. Ce pic d'hormones n'a absolument pas reconstruit l'intégrité de la machine. Exactement, et ça n'a pas non plus reprogrammé le cerveau face à la gravité vertigineuse de l'adversité. Parce que la motivation dépend par essence d'un stimulus externe, et surtout c'est éphémère. Le problème fondamental, c'est que les mauvaises cartes qu'on reçoit à la naissance, ou les traumatismes qu'on subit en cours de route, ces traumatismes, ils n'appartiennent qu'à nous.
personne va venir nous sauver en gros. C'est ça? Personne d'autre viendra régler le problème à notre place. Aucune vidéo YouTube ne fera le travail de fond. Les discours inspirants, ça modifie pas les schémas neuronaux qui ont été gravés par des années de terreur ou de douleur. Donc c'est quoi la solution proposée alors? Pour recabler le cerveau, la solution est totalement contre-intuitive. Il faut arrêter de fuir la douleur et aller délibérément à sa rencontre. Faut en quelque sorte développer une attirance pour la friction et l'inconfort. Ah ouais. Donc si la motivation externe est une impasse biologique et que notre propre cerveau est programmé depuis la nuit des temps pour nous faire fuir la douleur, pour nous maintenir en vie, on est face à un paradoxe insoluble là. Comment on fait pour contourner notre propre biologie sans tomber dans un masochisme gratuit? Justement, c'est pas du masochisme. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'endurcissement cognitif. Quand on confronte volontairement et régulièrement une difficulté, que ce soit physique ou mentale d'ailleurs, on cesse d'être la victime qui subit l'événement de manière aléatoire. On reprend le contrôle en fait. Voilà, on devient l'architecte de sa propre résilience. Sur le plan neurologique, s'exposer volontairement à l'inconfort, ça modifie la façon dont le cerveau sécrète la dopamine. Au lieu de libérer de la dopamine uniquement quand il y a une récompense ou du repos, on entraîne carrément le cerveau à la libérer pendant l'effort lui-même. C'est puissant ça. Et c'est ce basculement psychologique précis qui permet de passer du statut d'individu brisé par les circonstances à celui d'un esprit doté d'une résistance absolue. Apprendre à libérer la dopamine pendant l'effort. Waouh! C'est une pilule vraiment difficile à avaler quand la société entière nous pousse à fuir la moindre friction. Je veux dire, de la conception de nos applications sur smartphone jusqu'à la température régulée de nos sièges de voiture, tout est pensé pour l'absence d'effort aujourd'hui. C'est le confort permanent. Ouais. Mais ça nous propulse vers une idée centrale de l'œuvre, une observation qui secoue pas mal nos certitudes. L'auteur avance que, peu importe notre passé tragique ou, à l'inverse, notre confort douillet actuel, l'être humain ne vit généralement qu'à 40% de ses capacités réelles. 40%! Seulement 40, oui. Mais attends, ça suggère qu'il y a un gisement colossal de potentiel inexploité en chacun de nous, qui dort paisiblement. C'est fou. Et ces fameux 40%, faut bien comprendre que c'est pas un chiffre arbitraire inventé juste pour faire vendre des bouquins. C'est une réalité étudiée dans les neurosciences du sport et de l'endurance extrême. C'est souvent lié à ce qu'on appelle la théorie du gouverneur central du cerveau. Le gouverneur central. Ouais. Notre cerveau est une machine conçue avant tout pour la survie, pas pour la performance. Il fonctionne un peu comme le limiteur de vitesse sur une voiture de sport. Quand le corps commence à ressentir l'effort, que l'acide lactique monte, que le cœur s'emballe, le cerveau anticipe direct un danger mortel. Il panique. Il panique totalement. Bien avant que les muscles, les os ou les poumons soient réellement au bord de la rupture physique, le cerveau envoie des signaux de détresse massifs. Douleur aiguë, doute, envie irrépressible d'abandonner. Et à 40% de notre limite absolue, ce fameux gouverneur central dit « stop ». Et la grande majorité des gens prennent cette alarme neurologique pour une frontière physique infranchissable. Et admettre qu'on s'arrête à cause d'une illusion protectrice de notre cerveau, c'est déjà énorme. Mais remettre en question le consensus scientifique qui affirme qu'on ne peut pas aller au-delà, c'en est une autre. Ce qui nous amène à une scène du livre que je trouve incroyable, qui illustre ce conflit à la perfection. Ah oui, la fameuse scène de la conférence ? Exactement. On se retrouve au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, rien que ça. Le sanctuaire mondial de la recherche et de l'intellect. L'auteur, donc cet homme qui a grandi dans des quartiers ultra défavorisés, qui a à peine réussi à obtenir l'équivalent du bac en trichant pour échapper à son quotidien de misère, se retrouve invité à un symposium pour discuter de la force mentale. Le contraste est vertigineux. Totalement. Face à lui, l'élite intellectuelle. Et lors de ce symposium, un éminent professeur prend la parole. Un chercheur avec des décennies d'études, ultra respecté dans son domaine. Et ce type développe une théorie fascinante devant tout le monde. Il affirme qu'il existe des limites génétiques infranchissables, des véritables plafonds de verre biologiques. Oui, il théorise que la génétique dicte la limite finale. C'est ça. Selon ses travaux, une fois qu'un individu atteint ce fameux plafond dicté par son ADN, la force mentale, la volonté, l'acharnement, tout ça sort purement et simplement de l'équation. La biologie gagne à la fin, quoi qu'il arrive. Et on imagine très bien la scène. Tout l'amphithéâtre, rempli de brillants chercheurs, hoche la tête avec sérieux, validant cette implacable réalité scientifique. C'est le poids de l'autorité académique dans toute sa splendeur, là.
Le public absorbe cette conclusion parce qu'elle est présentée avec un vernis scientifique irréprochable. C'est appuyé par des données, des statistiques et bien sûr le prestige de l'institution. Et sur le papier, les modèles génétiques montrent effectivement des prédispositions claires et des limites physiologiques théoriques. Mais là, je me fais l'avocat du diable une seconde. Parce qu'il faut lire entre les lignes. Est-ce que c'est pas incroyablement séduisant de croire dur comme fer à ce plafond de verre génétique? Au fond, c'est l'excuse en or massif. Psychologiquement, c'est d'un réconfort incroyable. Bah oui. Si c'est la génétique qui décide de ma limite ultime, ça veut dire que j'ai absolument pas à me sentir coupable de m'arrêter à mes 40%. Je peux rester dans mon canapé, abandonner quand ça devient trop douloureux et me dire, de toute façon, c'est la science, c'est mon ADN, je peux rien y faire. Croire en ce plafond, c'est littéralement se donner l'autorisation légitime d'abandonner. C'est le confort intellectuel poussé à son paroxysme. Adhérer à cette théorie, ça déresponsabilise totalement l'individu. Et c'est précisément ce qui a provoqué un malaise physique chez l'auteur dans cet amphi. Il bouillait l'intérieur. Il bouillait, ouais. Entouré de personnes théoriquement beaucoup plus éduquées que lui, au début, il garde le silence. Mais l'expérience viscérale, le fait d'avoir brisé son propre corps et reconstruit son esprit à travers les épreuves les plus humaines, ça peut pas s'incliner face à une théorie de laboratoire, aussi rassurante soit-elle. C'est impossible pour lui d'accepter ça. Du coup, quand il décide de prendre la parole, son intervention est chirurgicale. Il confronte le professeur sur une nuance fondamentale. Il lui dit qu'on ne peut pas modéliser la volonté humaine de la même manière qu'on étudie des cellules au microscope. La théorie contre la pratique. Exactement. Il y a un gouffre entre observer le comportement humain depuis le confort d'une chaire universitaire et repousser les limites de la psyché humaine de l'intérieur, dans la boue, le froid, le sang. Et il prend pas de gants, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va jusqu'à dire que cette théorie du plafond génétique est, pour une catégorie bien spécifique de personnes, une absurdité totale. Oui, parce qu'il introduit une variable que la science galère à quantifier, la puissance d'un esprit qui refuse la défaite. Il concède volontiers que la théorie du professeur du MIT est très probablement exacte pour la grande majorité de la population. Les statistiques mentent pas sur le comportement de masse. La plupart des gens s'arrêteront bien avant ce plafond. C'est la nature humaine classique. Voilà. Mais cette même théorie s'effondre lamentablement face à ce qu'il appelle le 1%. Le fameux 1%. Ce qui est nécessaire, et à endurer l'inimaginable pour déjouer le sort. L'équation du MIT est incomplète parce qu'elle occulte la capacité d'un mental forgé dans l'acier à forcer le corps à ignorer les alertes du cerveau central. Et ça démontre que cartographier la souffrance et la limite humaine sur un tableau noir, ça prépare en rien à l'expérience de sentir la limite de son propre corps et de décider consciemment de faire un pas de plus. Mais alors, la vraie question, comment on opère cette transition? Comment un individu lambda passe de cette masse qui s'arrête gentiment au premier signal de fatigue à ce 1%? C'est toute la question. Et pour illustrer ça, le texte fait un saut spectaculaire dans le temps. On remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, en s'appuyant sur les mots du philosophe grec Héraclite. Je trouve que cette perspective historique montre à quel point la nature de notre esprit n'a pas bougé d'un pouce. Héraclite observe un champ de bataille et dresse un constat qui fait froid dans le dos. Les fameuses 100 hommes. Ouais, il dit que sur n'importe quel groupe de 100 hommes envoyés au combat, il y en a 10 qui devraient même pas être là. 80 autres ne serviront que de cible pour l'ennemi. 9 autres seront de véritables combattants, et c'est une bénédiction de les avoir. Et le dernier, l'unique, c'est le guerrier. Un seul sur 100. C'est une citation antique qui dépasse de très loin la simple tactique militaire de l'époque. C'est une allégorie super puissante et brutale de la condition humaine à travers les âges. Dès notre premier souffle, la finitude, la difficulté, ce sont des choses inévitables. L'existence entière est par essence un champ de bataille parsemé de traumatismes, de deuils, d'échecs, de maladies. C'est joyeux. C'est la vie, hein. Et la véritable tragédie réside dans le fait que la vaste majorité, ces fameux 80 sur 100, traversent cette existence en acceptant ce rôle de cible. Ils encaissent les coups sans rien faire. Ils subissent les événements avec passivité. Ils se laissent engloutir par les sables mouvants du déni qu'on évoquait au début, sans jamais entreprendre le travail monumental qui consiste à s'équiper mentalement pour riposter. Être une cible, c'est finalement se contenter de subir son passé. C'est accepter son environnement toxique comme une fatalité absolue et valider l'illusion des 40% comme une limite indépassable. C'est vraiment le refus absolu de prendre la barre quand le navire est dans la tempête. Et c'est pour ça que devenir ce guerrier unique,
Incarner ce fameux 1%, ça n'a rien à voir avec un don mystique ou la génétique si chère aux profs du MIT. Ça demande un conditionnement super rigoureux de l'esprit. C'est le seul véritable rempart en fait, la seule armure face aux tempêtes qui vont forcément arriver. Et c'est la pierre angulaire de cette réflexion. C'est-à-dire, Si tout nous échappe dans le monde extérieur, la seule et unique chose sur laquelle l'être humain puisse exercer un contrôle total, souverain, c'est la réaction de son propre esprit face à l'événement. et on touche enfin à la mécanique pratique de l'œuvre. Parce que cette philosophie ne se contente pas de belles allégories antiques ou de discours vagues. Il y a une méthode d'action, un processus brut. C'est ce qui est défini dans le texte comme un algorithme évolutionnaire. Ah oui, l'algorithme. L'idée maîtresse, c'est de répertorier absolument tout ce qui se dresse en travers de notre chemin. Et quand on parle de tout, on parle vraiment des aspects les plus sombres de l'existence. Les abus, le racisme systémique, les injures, les ruptures qui détruisent, l'anxiété qui paralyse, l'obésité morbide. Toute la noirceur imaginable. Au lieu de voir ces traumatismes comme des freins légitimes, comme des circonstances atténuantes parfaites pour baisser les bras, cet algorithme nous pousse à les ingérer. À s'en nourrir. Exactement. À les utiliser comme le combustible exact et indispensable pour déclencher la métamorphose. C'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive, mais poussée à l'extrême. Une vraie alchimie psychologique. Prenons un exemple concret pour bien capter comment cet algorithme fonctionne. Imagine qu'une personne subisse une humiliation publique cuisante ou un échec qui détruit complètement sa boîte. Le genre de truc qui te met à terre. Voilà. La réaction normale, celle de la cible d'Héraclite, c'est de s'effondrer, de blâmer le système, la conjoncture, l'injustice du monde, et de se replier sur soi. C'est confortable. L'algorithme évolutionnaire, en revanche, exige de prendre cette humiliation exacte et de changer la narration interne. De se raconter une autre histoire, en fait. La personne ose dire « Parfait, cette douleur, c'est exactement l'information dont j'avais besoin pour identifier mes failles. Cette humiliation, c'est pas ma fin, c'est la matière première de ma reconstruction. On prend l'énergie destructrice de la honte ou de la colère et au lieu de la laisser stagner et nous pourrir de l'intérieur, on la convertit en énergie cinétique. Comme en moteur. C'est un moteur qui propulse vers l'avant. On cesse complètement de se demander pourquoi ça m'arrive à moi, pour se demander comment je vais utiliser ça pour devenir intouchable. C'est vertigineux de réaliser que la matière première de l'excellence, c'est la souffrance elle-même. Pour filer notre métaphore du début, la boue des sables mouvants dans laquelle on s'enlise est en réalité le ciment qui permet de bâtir des fondations inébranlables, à condition de savoir comment le faire sécher, évidemment. C'est une super image. Et la synthèse de tout ce qu'on vient d'explorer réside dans la nature même de l'évolution humaine. On ne progresse pas avec de simples souhaits. On évolue par l'acquisition de connaissances, par la mise en place de routines, par une discipline de faire qui vient remplacer la simple motivation jetable. Mais surtout, on évolue par les récits. Les histoires qu'on se raconte. Les histoires fondamentales qu'on se raconte à soi-même en silence, oui. Le récit interne, tissé au moment précis où la douleur frappe, c'est ça qui détermine notre place sur le champ de bataille d'Héraclite. Ça fait réfléchir. Si la narration est celle d'une victime tragique vaincue par la génétique ou les circonstances, on reste bloqué à 40%, comme une cible immobile. Si la narration est celle d'un architecte qui observe le chaos et utilise la douleur comme une enclume pour forger son caractère, alors là on ouvre la voie pour devenir l'exception, ce fameux guerrier qui repousse les murs de l'impossible. Ce qui soulève une interrogation finale, presque inconfortable, pour refermer cette immersion aujourd'hui. On a vu que l'attente d'une motivation externe, c'est un piège chimique, que les limites génétiques sont souvent la plus séduisante des excuses, et que la transformation exige d'affronter volontairement l'obscurité. Alors, si notre mode de vie actuel, ce confort moderne où on évite soigneusement d'avoir froid, d'être fatigué ou d'affronter nos peurs, n'est en fait qu'une forme très sophistiquée de déni pour rester fermement verrouillé à 40% de notre vrai potentiel, il est temps de se poser la question. Quelle question! Quelle est la bataille intérieure, cette zone d'ombre difficile et douloureuse qu'on évite consciencieusement d'affronter aujourd'hui par simple commodité? Parce qu'au bout du compte, la véritable guerre, la seule qui compte vraiment et qui scellera notre destin, elle n'est pas contre le monde extérieur. C'est celle qu'on doit mener de manière implacable contre soi-même. C'est l'introspection inévitable pour quiconque refuse de traverser sa vie en état de somnambulisme. Accepter d'engager cette confrontation interne, c'est accepter l'inconfort d'être brisé momentanément, mais dans l'unique but de se reconstruire sur des bases indestructibles. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.